Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 101e numéro du petit exo de colle. Et pour ce numéro, nous allons attaquer un nouvel exercice d'algèbre, une fois de plus, mais qui va être en lien avec des choses que nous avons développées sur la chaîne concernant les développements en série de Fourier. L'énoncé de l'exercice précis est le suivant. Nous avons E muni d'un produit scalaire qui forme ensemble un espace préhibértien réel. On va considérer En une famille orthonormée de E. Et on veut démontrer que pour tout x dans E, les deux assertions suivantes sont équivalentes. Le fait que x appartient à l'adhérence de l'espace vectoriel engendré par les En et cette très jolie identité. Cette très jolie identité d'ailleurs devrait peut-être vous parler, si vous avez déjà entendu parler de développement en série de Fourier. Alors, cette identité-là, si vous changez le produit scalaire par l'intégrale sur 0, 2pi ou sur moins pi, peu importe, de f de t, g de t divisé par 2pi ou divisé par pi suivant les conventions, encore une fois. Si vous considérez ça comme produit scalaire, et puis pour la norme, ça va être la norme associée à ce produit scalaire, alors en effet, vous devriez reconnaître un théorème qu'on appelle généralement le théorème de Parseval. Mais en fait, il est bon de savoir que le théorème de Parseval, c'est celui que vous avez sous les yeux. C'est-à-dire que ce n'est pas le théorème qui s'énonce que dans le cadre des développements en série de Fourier, ça s'énonce dans ce cadre-là plus général, dans ce cadre où on travaille avec un espace préhibértien réel. Et en fait, ça fait le lien entre le fait d'appartenir à l'adhérence d'un espace vectoriel engendré par une certaine famille de vecteurs et cette jolie identité. Identité qui peut aussi vous faire penser à du Pythagore d'une certaine manière. Bref, en tout cas, ce résultat-là, si on le traduit dans le cadre, justement, développement en série de Fourier, qu'on aura l'occasion d'aborder plus tard, eh bien, en effet, on va pouvoir établir, grâce à cette égalité, le fait que la fonction que l'on est en train de regarder, qui est de pi périodique, continue ou continue par morceau sur R, eh bien, elle appartient à l'adhérence de l'espace vectoriel engendré par les fonctions cosinus et sinus, que nous avions abordées donc précédemment. Donc voilà, il y a une jolie application en effet qui va aboutir en fait à la suite donc d'un autre théorème, parce que bon, il y a le théorème de Parseval, mais il y a un autre théorème qu'il va falloir aborder qui est le théorème de Fégère, qui est un théorème de convergence uniforme au sens de Césaro, donc il va falloir faire une moyenne, des développements en série de Fourier partielle vers la fonction f, si f est supposé continue par morceau ou continue, suivant bien sûr les conditions qu'on souhaiterait poser. Mais bref, on en reparlera plus tard. Et en effet, le théorème de Fégère va impliquer le théorème de Parseval dans le cadre du développement en série de Fourier. Mais c'est très intéressant de constater ici que le théorème de Parseval, en fait, s'énonce vraiment dans ce cadre-là, très général, où on émet une équivalence sur le fait d'apparaître dans l'adhérence d'un espace vectoriel engendré par une famille orthonormée. Ça me permet également de faire un petit rappel sur un point de cours qu'on nommait assez souvent quand on est en deuxième année de classe préparatoire. En fait, c'est plus vraiment au programme de classe préparatoire, c'est peut-être pour cette raison qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est la notion de famille totale. En fait, avoir une famille totale, c'est avoir une famille orthonormée, telle que ce truc-là, c'est-à-dire l'adhérence de l'espace vectoriel engendré par les En, c'est exactement l'espace E. Et donc, quand on travaille avec les séries de Fourier, justement, ce qu'on réussit à établir grâce à l'identité de Parseval, c'est justement, d'une certaine manière, le fait que f, et ça traduit de manière équivalente, le fait que f apparaît comme limite d'une suite de fonctions qui s'éclairent en fonction de cosinus et de sinus. Voilà. Alors à savoir que ce joli résultat de densité pourrait éventuellement se démontrer d'une autre manière en utilisant le théorème de Weierstrass, puisque c'est, comme je l'ai dit, voilà, il y a des trucs quand même en lien les uns aux autres. Le théorème de Weierstrass qui parle plutôt de convergence uniforme pour des suites de fonctions polynomiales vers des fonctions sur un support qui est compact, donc généralement sur un segment. Et donc bon voilà, ça c'est le théorème de Weierstrass, et vous pouvez l'appliquer en fait à des fonctions qui sont de pi périodique si vous vous concentrez sur des polynômes dits trigonométriques qui sont en fait des p de exponentielle iθ si vous voulez. Donc voilà, bon, on pourrait éventuellement retrouver ce type de résultat grâce à Weierstrass, mais ici on ne va pas parler de ça du tout pour les développements en série de Fourier, on va vraiment se concentrer plutôt sur ces théorèmes élémentaires et ces méthodes assez élémentaires qui permettent de démontrer ces différents théorèmes. Bien.
Donc j'ai parlé de famille totale, je pense qu'on est bon. La dernière chose que j'ai juste à dire, c'est que cet exercice est plutôt abordable en deuxième année de classe préparatoire. Bien sûr qu'on ait vu suffisamment de choses concernant la topologie, la question d'adhérence d'un espace vectoriel ou d'un ensemble, tout court, j'ai envie de dire, au sens topologique du terme. Et puis bien sûr, la notion d'espace préhiversien qui est assez centrale. Bien, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors comme d'habitude, je vous invite à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Je pense que c'est un très joli exercice à aborder et c'est pas un exercice très difficile pour peu qu'on reconnaisse quelque chose derrière cette série. Notamment si on arrête la série à un certain rang. En effet, vous devriez reconnaître la norme de la projection orthogonale de x sur l'espace engendré par les premiers EI. Si vous reconnaissez ça, j'ai envie de dire que l'exercice est presque plié. Voilà. Une fois que vous avez reconnu ça, après les choses vont aller tout seuls. Alors on est parti pour la résolution. Bon, comme on doit établir une équivalence, il va bien falloir faire dans un sens, puis dans un autre. Alors je vais commencer par démontrer que 1 implique 2. Commençons par cette chose-là. Alors, on va peut-être se donner quelques notations. Alors peut-être avant même de lancer l'implication, on va écrire on va introduire une petite notation. Donc, posons F, l'espace vectoriel engendré par les EM. Ce qui me permet de faire une petite parenthèse en disant que quand on utilise cette écriture-là, ça signifie qu'on prend une combinaison linéaire finie des EN. Donc chaque élément qui est là-dedans, c'est une combinaison linéaire finie des EN. Exactement comme pour les polynômes peuvent être écrits comme vect de 1x, x carré, jusqu'à x puissance n, et x puissance n allant à l'infini, bien sûr. Donc voilà, il faut bien comprendre que quand on écrit ça, on parle de combinaison linéaire finie. Ok ? Donc on a ce f, très bien, et puis on va noter également pour tout n entier naturel, fn comme étant vect de E0 jusqu'à En. Juste petite introduction de notation qui vont être utiles pour la suite. Alors maintenant on se lance. 1 implique 2. On veut démontrer que si x est dans l'adhérence, alors on a cette égalité. Alors, il faut réfléchir un petit peu quand même. Comment on va pouvoir avoir cette égalité? Alors, il suffit de penser à la chose suivante. Nous avons que x appartient à l'adhérence. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on traduit. Ça veut dire alors que il doit exister un n0, à partir duquel, pour n'importe quel élément dans ce fn0, on va pouvoir s'assurer, alors c'est pas tout à fait pour n'importe quel f, c'est pour n'importe quel n plus grand que ce n0, il va exister un f dans le fn qu'on souhaite regarder, tel que la distance entre x et f soit aussi petite qu'on veut. Donc, voilà l'écriture, pour tout epsilon positif, il va exister un n0 entier naturel, tel que pour n'importe quel n plus grand que n0, il va exister un f dans le grand fn, tel que, on va pouvoir avoir la distance entre x et f qui est plus petite que epsilon. Voilà ce que ça veut dire. Ok, alors maintenant qu'on a ça, avançons un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Si on réfléchit un petit peu, ça veut dire alors que n'importe quelle distance entre x et un autre élément pourrait être peut-être de grandeur, la norme ici pourrait être un peu plus grande que ce que je viens d'écrire. Mais on connaît un vecteur, et c'est ça que je commençais à mentionner sur la question peut-être de Pythagore, on connaît un vecteur qui est dans Fn qui minimise la distance entre x et l'espace Fn qu'on souhaite regarder. Et en fait, ce vecteur-là, c'est la projection orthogonale. Donc, notons Pfn de x, la projection orthogonale. Et donc, si je note ce truc-là, je vais avoir la somme, donc je vais écrire somme pour i allant de 0 à n de produit scalaire de EI x fois EI.
Et ça minimise la distance. Donc ça veut dire que la distance de xf, enfin xfn, c'est exactement égal à la norme de x moins pfn de x. Et ce truc-là, bah, on sait que ça va être inférieur ou égal à la norme de x moins f. Puisque c'est exactement égal à la distance entre x et fn. Donc là, je suis en train d'utiliser un résultat d'espace préhibertien, de dire que la distance entre un espace vectoriel et un vecteur est donnée par ce résultat-là. Et ce résultat-là va impliquer ce truc-là qui va dire que c'est plus petit que epsilon. Très bien, chouette. Bon, et ensuite, on va me dire, bon d'accord, il nous avance à quoi ce truc-là? Ben, ça nous avance à beaucoup de choses, hein, parce que maintenant, je vais pouvoir écrire ça. La norme de x au carré, c'est la même chose que la norme de x moins pfn de x plus pfn de x. Et là, je peux utiliser Pythagore, hein, tout bêtement, en utilisant les produits scalaires et en constatant que le vecteur qui est ici, x moins pfn de x, est orthogonal à pfn de x. Donc c'est-à-dire que nous avons x moins pfn de x au carré plus norme de pfn de x au carré. Et si je fais maintenant la soustraction et que je constate que ce truc-là, c'est exactement égal à la somme des EI scalaire x au carré, I allant donc de 0 à n, encore une fois Pythagore si vous voulez, eh bien je vais pouvoir écrire ce qui suit, c'est-à-dire que la norme de x au carré moins la somme EIX au carré, I allant de 0, je ne pense pas de bêtises, I allant de 0 à n. Alors d'une part, je sais que c'est positif, grâce à ce que je viens de faire. D'une certaine manière, je viens de démontrer ce qu'on appelle l'inégalité de Bessel, puisque l'inégalité de Bessel permet de dire, en fait, grâce à ce que je viens de faire là, que la norme de x au carré est plus... Ah, quelque chose comme bêtise. Oui, est plus grande que cette somme-là. Et ça vient tout simplement de cette décomposition que je viens de faire. Et ça, bah, c'est égal à norme de x moins pfn de x au carré. Or, mais ce truc-là, qu'est-ce que je viens d'en dire? Ben, je viens d'en dire qu'il est plus petit que epsilon, ce truc à l'intérieur du carré. Donc tout ça, c'est plus petit que epsilon carré. Alors si, au tout début, j'avais choisi epsilon plus petit que 1, strict, ben là, je suis sûr que le epsilon carré que j'ai choisi là, il est plus petit que epsilon. Bon, bah c'est gagné, ça veut dire que quand je vais faire tendre n vers l'infini, ce truc-là va tendre vers 0. Donc, la norme de x carré est bien égale à la somme souhaitée. Et voilà. Nous venons donc de démontrer que 1 implique 2. Maintenant, on va démontrer dans l'autre sens. Et tout va encore se jouer par rapport au fait d'avoir reconnu la projection orthogonale. Hop. 2 implique 1 maintenant. Donc nous avons l'égalité, hein, je rappelle, nous avons que la norme de x carré, cette fois, c'est égal à i allant de 0 à l'infini, donc de ei scalaire x carré. Ok, nous avons cette égalité. Le but du jeu, c'est de montrer que x est adhérent à l'espace engendré par les En. Alors pour cela, il faut réussir à construire une famille de vecteurs qui appartient à f et qui tend vers x. Bon, bah, la famille de vecteurs, vous l'aurez compris, c'est la question des projections orthogonales. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser f indice n, petit f indice n, comme étant p fn de x, qui est donc notre fameuse projection orthogonale sur l'espace Fn. Donc EI scalaire x EI. On va considérer cette chose-là. Et donc, bah, par les calculs qui précèdent, on sait déjà que la norme de x moins pfn, pfn de x, au
carré, c'est exactement égal à la norme de x au carré moins la somme pour i allant de 0 à l'infini. Ces trucs-là, enfin, pardon, c'est égal jusqu'à n ici. Et on sait déjà que quand n tend vers l'infini, ce truc-là tend vers 0. Donc par conséquent, comme ce truc-là va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini, ça veut dire que ce truc-là tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Hop. Ouais, donc, que je fasse pas de bêtises, ça veut dire alors que la norme de x moins pfn de x tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et en fait, on a terminé. On vient d'établir une famille de vecteurs appartenant à f qui tend vers x pour la norme posée. Ainsi, pfn est une suite de vecteurs de f qui convergent vers x. Ce qui veut dire que x apparaît dans l'adhérence de f. Ceci conclut la preuve. Et voilà, donc c'est une très jolie preuve. Il n'y a pas vraiment de difficulté finalement dans la résolution de cet exercice. La seule difficulté, c'est d'être capable de reconnaître la projection orthogonale sur un espace vectoriel, et là notamment sur l'espace vectoriel engendré par les premiers vecteurs. Mais à part ça, une fois qu'on a reconnu cette projection orthogonale, j'ai envie de dire que les affaires roulent d'elles-mêmes. Il faut juste pouvoir reconnaître la question de Pythagore à appliquer, la question quand même que les distances entre espace vectoriel et un point, ça peut se réécrire comme distance entre x et son projeteur orthogonal sur l'espace vectoriel qu'on est en train d'étudier. Bref, pas mal de petits points importants qui sont finalement des résultats, j'ai envie de dire, cruciaux quand on travaille dans les espaces préhiversiens, et donc ce sont des résultats importants de deuxième année de classe préparatoire. Vraiment, avec tout le background de deuxième année de classe préparatoire, on pouvait très bien s'en sortir pour attaquer cet exercice. Seule difficulté, je le répète, c'était essentiellement de reconnaître cette projection orthogonale sur un espace vectoriel engendré par un certain ensemble de vecteurs. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter concernant cet exercice, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Comme d'habitude ici, ça sera pour me soutenir, ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette bien sûr. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne, et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!